à voix nue. Entretien d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Antoine Blondin s'entretient avec Pierre Assouline. Blondin Antoine, né le 11 avril 1922 à Paris. Ancien élève de Louis le Grand et de la Fac de lettres de Paris, licencié à lettres. Ouvrage publié, L'Europe buissonnière, Les enfants du bon Dieu, L'humeur vagabonde, Un Saint-Jean d'hiver, Monsieur Jadis, 4 saisons, certificat d'études. Prix, tellement de prix qu'il faut mieux s'arrêter là. Journaliste, collaborateur à François, Elle, l'équipe et l'Express surtout. Carrière, collaborateur à la Parisienne, à Paris Presse et beaucoup d'autres encore. Adresse, rue Mazarine. Mais rue Mazarine, dans un appartement ou dans un café, Antoine Blondin? Je couche en principe dans l'appartement, mais je vis toute la journée dans un café. Car j'habite qu'à 70 mètres du café et à 120 mètres de l'Académie française. Mais quand je sors de chez moi, je regarde l'Académie française, je me dis tiens, c'est pas très loin, je tourne la tête et j'aperçois le pont. Antoine Blondin, revenons un peu aux origines. Donc, vous êtes né en 1922. 1922, qu'est-ce que c'est comme année pour vous? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qui s'est passé en 1922, à part la naissance d'Antoine Blondin? Eh bien, il s'est passé ceci, c'est que mon père est devenu réellement civil. Car en 1913, il a été appelé pour faire son service militaire. Il ne voulait pas être soldat. Enfin, il a fait son service militaire en 1913, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Il était parti simple soldat et il est rentré capitaine. Voilà. Et ça mourait autour de lui et lui n'est pas mort. Et en 1922, il a trouvé une situation. Et en même temps qu'il trouvait une situation, il a trouvé un drame, c'était moi. C'était quoi la situation? Il travaillait, ça c'est extraordinaire, j'avais tellement pratiquement jamais fait ce rapprochement. Il était secrétaire national d'une ligue pour la naissance des enfants en France. L'un des résultats, c'est moi. Voilà. Oui, effectivement. Oui. Et votre mère? Et alors, ma mère, elle, brusquement ne faisait plus rien du tout. Avant d'arriver au Bachot, vous êtes né quai Voltaire, c'est ça? Quai Voltaire. Vous êtes resté longtemps? 50 ans. 50 ans. Et quand j'habitais plus dans le grand appartement de mes parents, j'habitais dans un hôtel qui était à 15 mètres, sur le quai Voltaire aussi. Pourquoi? C'est à cause des souvenirs de cette vue sur la Seine? C'est à cause d'autres raisons? Eh bien, disons la vérité, je faisais le bistrot dans le coin. Alors, j'ai pas voulu m'en éloigner beaucoup et actuellement, je suis à 400 mètres de mon ancien appartement, qui faisait 180 mètres carrés avec vue sur tout Paris. Et celui dans lequel je vis actuellement fait 18 mètres carrés avec vue sur une cour. Enfin, à part ça, c'est pour ça que je vais au café, dans mon véritable bureau qui est le café. Et c'est là où on vous rencontre aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui, hier, demain, après-demain. Votre plus récent texte, d'ailleurs, ça s'intitule Au quai Voltaire. Oui. C'était pas un hasard. Et vous dites bien à quel point le quai Voltaire est un lieu magique pour vous. Et c'est un lieu magique, car ce sont des gens que je ne connaissais pas du tout, qui ont ouvert une maison d'édition aux 5 quai Voltaire. Et ils me téléphonent et me demandent si je ne veux pas écrire pour eux un petit texte d'une trentaine de feuillets. Je dis oui, ça je veux bien. Ils me disent sur quoi? Je dis mais sur le quai Voltaire, parce que moi j'ai fait 50 ans. Après votre Bachot, vous avez choisi la faculté de lettres. C'était naturel ou bien vous aviez une idée en tête à l'époque ou pas? Oui. Je voulais être professeur de philosophie. Et en 1943, j'ai eu une classe de 30 élèves. Et quand je suis rentré d'Allemagne, car je suis allé passer 2 ans affreuses en Allemagne, j'ai appris que 29 de mes élèves avaient été reçus à leur Bachot de philosophie. Alors je me suis demandé, mais j'étais quand même pas un très bon professeur.
Et c'est là donc que je me suis rappelé que j'étais bègue et que par conséquent, ils redoublaient leur philosophie sans perdre un an puisqu'ils entendaient 2 fois ce que j'avais à leur dire. Donc il faut bégayer. Oui, c'est une Largement. bonne recette. Vous Oui. entendez la différence. Oui. Vous avez fait vos études à Paris, études de lettres et de philosophie. Eh bien, j'étais à Louis-le-Grand et après j'ai traversé la rue Saint-Jacques pour entrer à la Sorbonne. Oui. Or, il m'arrivait jadis d'aller à la Sorbonne quand j'étais un gamin en disant à Louis-le-Grand, ne faites pas attention, je vais en face. Et quand j'étais à la Sorbonne, parfois j'allais écouter des classes à Louis-le-Grand de l'autre côté. Alors, Oui. La Sorbonne, quand vous y étiez, c'était en 1940-41 à peu près. c'est 40. Bon, je voudrais parler un petit peu Antoine Blondin. Vous avez donc été arrêté en 1943 par des Alors, Français. Alors, ça c'est une chose terrible, car j'étais né en 22, donc en 42 j'avais 20 ans. Et un soir, je rentre chez moi, quai Voltaire, il était minuit, je tire la sonnette de mon quai Voltaire, et la sonnette me reste dans les mains et la porte ne s'ouvre pas. À ce moment-là, 2 agents de police français me mettent la main sur le dos, voient mon papier et en me disant mais c'est invraisemblable, vous devriez être en Allemagne, c'était au salaud. Ils m'emmènent chez les Allemands et j'en suis ressorti 2 ans après. Et en même temps que je pensais à Bergson là-bas, je pensais que si je rentre en France, je vais les précipiter sur les flics pour leur taper dessus, parce que c'est à cause d'eux, finalement, que je suis là. J'arrive à la gare de l'Est avec Gerber, et il y avait des flics, ils étaient tous chevaliers de la Légion d'honneur. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben rien. J'aurais dû réécrire mon vrai article moderne, là. Mais alors, votre départ au service du travail obligatoire, au STO, ça s'est fait aussi brusquement que ça? Vous avez été arrêté et tout de suite envoyé en Allemagne. Exactement. Vous étiez où en Allemagne? J'étais en Allemagne. Comment s'est passé le retour en France? Ben, le retour en France s'est passé d'une façon heureuse, mais enfin, bon, pendant 1 an, notre première année là-bas, on a cru qu'on rentrerait jamais en France. Et puis qu'on allait mourir quand même sur place. Et puis dans la seconde, on se dit peut-être qu'un jour, on rentrera en France. Et puis un jour, on a marché pendant 3 semaines à travers l'Allemagne. Et je me suis retrouvé garçon de ferme dans les environs de Salzbourg. Et j'étais très nul pour beaucoup de travaux, mais à l'intérieur d'une ferme, alors là, j'étais complètement nul. Et le second jour, j'ai tué une femme cheval que je guidais. Elle est morte et avec elle son enfant. Ce qui fait que les 3 dernières semaines de la guerre, j'ai creusé une fosse pour un cheval mort. Voilà, ça a été mon vrai boulot en 2 ans. C'est pas considérable. Et le retour à Paris s'est effectué comment? En 1945, on vous rapatrie d'Autriche au titre du STO. L'Autriche qui était l'Allemagne. Oui, enfin, quand j'ai Car l'Autriche. Vienne était une ville allemande L'ancienne à ce Autriche, moment-là. l'Autriche du Reich, Troisième Reich. Et dans le rapatriement, vous êtes donc intégré aux troupes alliées Oui, et on fait de vous un interprète anglo-américain. ce qui est la vérité. Oui. Vous parlez bien entendu pas l'anglais. Pas du tout. Oui. Et alors, je crois que c'est vous qui avez reçu la reddition de Kesserling. J'ai reçu dans le château un maréchal, c'était Kesselring. Quel château? Comment s'appelait ce petit village Mais c'était où? où il y avait un château? Ça devait être à 200 kilomètres de Vienne. Après Salzbourg, enfin c'était par là. Alors j'ai pris le maréchal en main, je l'ai fait descendre un escalier,
je frappe à une porte, je l'ouvre, c'était des nègres qui étaient en train de prendre des douches. Je m'étais trompé de porte. Alors j'ai poussé Kesselring et je l'ai refermé avec des nègres à poil. Voilà ma guerre à moi. Oh, j'étais vaillant. Il s'est rendu? Immédiatement. Encore, non, il n'a pas dit encore. Il a dit assez. À partir de quel moment, Antoine Blondin, avez-vous recommencé à collaborer à des journaux, à la Libération, j'entends? En 45. Moi, je suis rentré fin mai 45 et vers octobre, novembre, j'ai écrit. Mais j'avais une tendance à écrire sur le sport. Déjà? Ah oui, le sport me passionnait. Et puis petit à petit, la littérature m'intéresse beaucoup plus encore que le sport lui-même. Oui, mais enfin, la Libération, c'est aussi la période de l'épuration. Il se Oui. passe des choses. C'est une période très dense, très excitée, dirons-nous. Et en même temps, vous collaborez à des journaux qui sont assez engagés. Bien que vous ayez toute votre vie collaboré à un certain nombre de journaux aux antipodes les uns des autres, là, Antoine Blondin, vous prêtez votre plume à une presse qui est engagée en général du côté, disons, des épurés, dans la défense des épurés. Oui, mais ça, on libère la France. Mais pendant un an, nous, on était toujours enfermés en Allemagne. Ce qui fait qu'on ne se rendait pas compte de ça. Donc vous êtes rentré peu après les déportés, qui étaient déjà rentrés à partir d'avril, avec les déportés. Il y en a qui étaient déjà rentrés depuis 6 mois. Vous avez vu les déportés à ce moment-là? Ah oui, oui, beaucoup. Quand vous avez J'ai vu, vous des n'avez amis. pas relativisé votre condition d'ancien travailleur forcé du STO? Non. 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 Antoine Blondin, nous sommes donc dans les années de l'après-guerre, de l'après-libération, les années 45 à 50. Et ces années-là, c'est les années où vous décidez d'écrire de plus en plus d'articles, mais aussi d'écrire un livre. Oui. Comment passez-vous de l'article, de la chronique, à ce livre qui sera donc votre premier roman, votre premier livre, L'Europe buissonnière? C'est ça. J'écrivais pas encore énormément d'articles et je travaillais chez un éditeur. Cet éditeur n'avait pratiquement qu'une seule personne sous ses ordres, c'était lui-même. Il avait un auteur qui s'appelait Jacques Laurent et moi pour faire des paquets avec les bouquins. Comment s'appelait l'éditeur? Bon, c'était mon ami. Enfin, c'était mon ami de toujours, il est mort à 35 ans. Fermanger, il s'appelait. Bonjour. Comment allez-vous? Un vin blanc immédiatement. Ah non, non. On continue. Donc, faire manger, oui. C'est ça. Alors donc, un éditeur, un employé, c'était moi, et un auteur, c'était Jacques Laurent. Mais Jacques Laurent, qui écrivait déjà quelques très beaux livres, ne se vendait pas du tout. Ce qui fait que j'étais pratiquement avec mon éditeur dans les cafés des environs. Et puis un jour, voilà que Jacques Laurent, sous le nom de Cécile Saint-Laurent, a écrit un livre. Et là, du coup, il fallait que je fasse. Tous ces amis-là que vous avez connus dans ces années-là, Déon, Laurent, Nimier, mais aujourd'hui, quand on en parle, on a l'impression qu'ils appartenaient tous, non pas à un même parti, car il n'est pas question de parti politique, mais à une même famille d'esprit, Oui. à la fois littéraire, politique, sentimental, humain. Est-ce que, à l'époque, donc dans les années 45 à 50, est-ce que c'était une réalité ou pas? Non. Moi, j'étais ami, mais très ami avec tous, mais on ne se voyait pas tous. Et il y en a qui ne se sont jamais vus ou jamais connus. Et un merveilleux copain aussi, Bernard Franck, qui était jeune, très très jeune, a éprouvé qu'on formait une école qui s'appelait les Hussards. Et les Hussards, c'était Nimier, Laurent, Déon et moi. On s'est jamais rencontrés tous les quatre. Moi, je voyais beaucoup séparément, mais tous les quatre, jamais. Vous ne vous êtes jamais vus tous les quatre, mais néanmoins, Nimier, vous et Laurent, il y a eu quand même un repas pris Une fois, dans un restaurant italien. une seule fois, dans le quartier des Champs-Élysées, on a décidé de se retrouver tous les trois. On est allé dans un restaurant italien et on a parlé de la cuisine pendant 2 heures. Oui. Voilà, c'est tout ce que l'on n'a Pas jamais très, pas très littéraire comme communiqué. réunion. par littéraire. Comment êtes-vous passé du premier au second livre? Car vous savez bien, Antoine Blondin,
Surtout vous qui êtes critique littéraire, qui étiez critique littéraire à l'époque également. Vous savez bien qu'on attend toujours les auteurs, les écrivains, après leur premier livre. Comme on les attend à un virage, à un tournant. Oui. Comment ça s'est passé pour vous? Eh bien, de deux choses l'une, où j'écrivais relativement un article plutôt bien fait, et tout le monde disait il a beaucoup de talent. Ou tantôt j'écrivais une chronique lamentable et on se dit il était saoul. Et maintenant, ils ont une tendance à croire que je bois beaucoup. Ah, on fait ce qu'on peut. Bon, mais comment êtes-vous passé de l'Europe buissonnière aux enfants du bon Dieu? Ben, ça faisait 4 ans que je n'avais pas écrit de livre. Et moi, c'était une époque où je croyais qu'il fallait pratiquement écrire un livre par an. Et là, ça faisait 4 ans que je ne faisais rien du côté de livre. Alors je me suis dit, il faut que je fasse un livre. Alors j'ai fait un livre. Oui, ça paraît simple. Ça paraît simple, Antoine Blondin, mais comment faisiez-vous précisément? Est-ce que vous avez Je toujours... m'arrête de boire. Je m'arrête de boire. Antoine Blondin, il y a une date dans votre vie, une parmi d'autres, mais ce n'est pas la date de la publication d'un livre, ni d'un Tour de France. C'est 1962. C'est quoi? C'est la mort de mon ami Roger Nimier. Alors, il y a avant 62 et après 62 dans votre vie. Exactement. Et avant la mort de Roger, relativement, je travaillais un peu alors que Roger n'écrivait plus depuis 10 ans, lui. Il est mort, et dans les 10 ans qui ont suivi, j'ai pas voulu écrire du tout. Enfin, du moins pas de livre. Pourquoi? Ben, pour prendre le relais de ce que Nimier voulait absolument. Il ne voulait plus écrire. Et quand il est mort, il venait de recommencer un livre, pour la première fois. Comment Donc je puis dire que c'est moi qui ai écrit les 2 derniers chapitres. Lequel? Et on croit que c'est de Roger Nimier, d'Artagnan. Vous avez écrit les derniers chapitres d'Artagnan. Oui, Pourquoi? ben pour qu'on puisse le publier. Il était publié dans Elle. Petit à petit, et après, il est sorti. Et ce livre est dédié au fils de Roger Nimier. Il avait dédié ce livre à son fils. Et quand son fils avait 5 ans, il a refusé de lire ce livre-là. Antoine Blondin, êtes-vous capable d'analyser vos propres livres? Absolument pas. Mais Je ça, ne me c'est- suis jamais lu. Oui, non, mais sans vous être lu, Je vous ne êtes quand me même lis écrit. jamais. Oui, vous vous êtes écrit, si je puis dire. Je n'ai jamais fait de brouillon. Je n'ai jamais été tapé à la machine car j'écris admirablement bien. Je ne parle pas du style, le graphique. Et je ne fais pas de brouillon. Mais le Blondin écrit, c'est quoi? Le style Blondin, vous le définissez comment? Parce qu'il fut un temps où... Enfin. Pardon? Enfin, je me dis, c'est fait. C'est fait. Oui, Oui, mais enfin... ça m'ennuie beaucoup d'écrire. Oui, si, c'est plutôt... Ça m'ennuie de ne pas écrire, mais quand j'écris, c'est encore pire. Alors, C'est une corvée? oh, horrible. Et je ne sais rien faire d'autre. Est-ce que vous vous retrouvez dans les définitions qu'on donne généralement de vous et de vos livres? On dit toujours frivolité profonde, légèreté grave. Ah. Vous vous retrouvez là-dedans? Non. Non? Mais moi, je ne me trouve pas. Alors, non, non. Parfois, je dois reconnaître, oui, je dis n'importe quoi, et ça, c'est pourtant vrai. Par moment, j'écris assez bien le français. À d'autres, probablement extrêmement mal aussi. Enfin, bref. Un jour, Alors, vous je avez bois. vous avez dit que les hussards étaient une sorte d'orchestre avec Jacques Laurent à la dialectique. Antoine Blondin. Oui, oui, pardon. Qu'est-ce que vous dites? Plus fort, s'il vous plaît. Antoine Blondin, vous aimez la nuit, mais vous aimez bien aussi l'aube. Est-il vrai qu'un jour, à l'aube, alors que tout le monde dormait, avec vos amis le cinéaste Louis Sapin et Albert Vidali, vous avez transformé la rue de Seine en jardin potager en plantant des radis et des carottes dans le terre-plein glaiseux? C'est la vérité. Et puis après, nous sommes allés, car bizarrement, on avait encore un peu d'argent,
on est allé acheter un énorme gigot, puis on est allé acheter un petit drap, on a enveloppé le gigot dans le drap, on est allé à Saint-Germain-des-Prés pour demander au prêtre qui baptise notre petit bébé qui était un gigot. Le vieux prêtre a mis son surplis rouge, on est allé dans un coin, il a commencé à prier, puis brusquement, il a écarté le drap pour donner... Il a poussé un hurlement, on est parti en courant comme des dingues, et on est allé rue Balu, à la Société des auteurs, et on a déposé le gigot avec premier titre de la pièce, dernier titre de la pièce. Et ils l'ont mis dans un coffre à gigot. Voilà, des grands écrivains. Vous avez connu un succès au cinéma, c'est Un Sergent de l'hiver. Oui. Je parle des films tirés de vos livres. Superbe succès. Puis aussi des échecs. Monsieur Jadis avec Michel Bouquet. Oui. Et puis aussi un film que... Michel Bouquet avait Oui. 18 rôles à l'intérieur du film. Qui avait tourné le film? J'oublie qui Moi aussi, c'était. oui. Non, mais non, j'oublie exprès. Ah bon, d'accord. Mais je crois que... Mais Enfin, pourquoi? lui, Non, mais c'est l'autorité publique. pour Bouquet, Non, mais pour le metteur en scène. il a disparu. Car ce film est lancé admirablement à Paris, dont un superbe cinéma avenue des Champs-Élysées. Il débute à 2h et à 16h, ils ont remis un autre film plutôt que celui-là. Il a duré 2 heures, c'est pas beaucoup pour un film. Oui. Non, C'est pas vraiment une carrière. non, c'était pas extraordinaire. Puis alors, il y a quelqu'un d'autre qui a voulu adapter un de vos livres, c'est Michel Polak. Oui. Ah ben, il a fait un film. C'était quel livre? Je suis très embarrassé pour vous le dire. C'était pas L'humeur vagabonde? Ah, peut-être, oui. Ah non. Antoine Blondin, êtes-vous un intellectuel? Pas trop, mais quand ma mère a brûlé, quand j'avais 3 ans, à 5 ans, j'étais en pension. Après, j'ai été en pension à Louis-le-Grand. Après, je me suis retrouvé à la Sorbonne. Après, je me suis retrouvé 2 ans dans un camp en Allemagne. Et au retour, je me suis marié pour la première fois. Donc, j'ai été interne toute ma vie, y compris maintenant. Avec ma 87e femme, avec ma 2e femme maintenant. Antoine Blondin, à votre avis, qu'est-ce qu'un intellectuel? C'est quelqu'un qui me ressemble. Mais encore, Mais il va dans les cafés pour comprendre, pour connaître les autres. J'ai eu ni frère ni sœur. Alors je sors dehors pour créer des frères ou des sœurs. mais ça ne me dit pas si vous êtes ou pas un intellectuel. Je n'en sais rien. Mais comment définiriez-vous précisément un intellectuel? Parce que c'est quand même une notion qui agite beaucoup de gens, parmi les gens que vous connaissez, les éditeurs, Oui. les écrivains, les journalistes. Et on ne sait pas trop ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Ce sont des gens qui lisent beaucoup. Le fait que vous écriviez sur le sport, dans des quotidiens sportifs, et que ça se termine plutôt, ou même que ça commence, par des considérations littéraires, Et politiques, ça philosophiques, termine de la même façon de la même aussi. manière, ça les a jamais gênés. Au contraire. Et ce que je vais dire, ça semble un petit peu prétentieux de ma part, mais il paraîtrait que sur l'ensemble des écrivains, je serais finalement peut-être le meilleur des écrivains qui soit penché sur le sport. Ah oui. Et je serais presque plus fort que Monterland et Giraudoux. Oui. Ce qui est pas mal. Marqué, vous avez au moins un point commun Macorlan, avec... c'était bon. Ah oui? Oui. Sur quel sport? Le rugby en particulier. Ah oui, non, sur le rugby, il était parfait. Vous-même, vous avez fait du sport avant d'écrire dessus? J'ai fait du sport. Quoi? J'ai fait de l'athlétisme avec le PUC et du football avec le Racing.
C'était à quel âge? C'est à 18 ans? J'avais 16 ans, enfin, j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans. Voilà, puis à ce moment-là, c'est la guerre. Alors j'ai plus fait de sport. Cette expérience sportive vous a servi dans vos articles par la suite ou pas? Beaucoup. Beaucoup. Et le sport commence au vestiaire et se termine. Maintenant, on va se transporter un petit peu, Antoine Blondin, si vous le voulez bien, dans l'année 1955. En 1955, dans Rivarol, un journal qui vous est cher, Robert Poulet a qualifié la bande constituée de Kléber Hédin, Jacques Laurent, Jacques Perret et Antoine Blondin, non pas de hussards, comme on l'a dit improprement par la suite, C'est mais de Bernard Morandiens. Franck. Oui, c'est Bernard Franck qui a trouvé le mot, mais Oui. lui, Poulet avait trouvé un autre mot pour vous Ah. qualifier. Là, je ne l'ai pas lu. Il disait, voilà les Morandiens. À Et- cause de Morand. Oui, à cause de Paul Morand. Et comment qualifiait-il les Morandiens? Il disait qu'ils se rattachent le mieux à la tradition française, mieux que d'autres écrivains, parce qu'ils font planer sur leur récit une distraction et une ironie légère, même s'ils y mettent de l'émotion. Ah, mais c'est joli. C'est joli, Oui, c'était bien de dire ça. ça colle. Oui, mais il n'est guère sorti avec nous dans les bistrots. Robert Poulet, Robert Poulet, oui. Est-ce qu'il existe encore? Il a quel âge? 85 ans, non? Enfin, à peu près. c'est assez âgé, mais Costaud, hein. Morandien, ça vous plaît Est-ce bien qu'il est comme- belge encore? Il est toujours belge, au Il dernier était nouvelle. belge, hein? Oui. Mais est-ce que le Morandien, ça vous convient? Très bien. Une belle étiquette? Admirable. Et Morand, je l'ai connu très souvent, très très bien. Et bien, on ne parlait jamais de littérature non plus. On parlait des femmes, on parlait... Il y a un de vos vieux copains dont on n'a pas encore parlé, qui faisait partie de votre bande. C'est Jacques Perret, qui a aujourd'hui plus de 85 ans, et qui est un grand écrivain, et qui a lui aussi... Il a beaucoup évolué. 87 ans et va avoir 87. 88 ans bientôt. C'est un monsieur exquis, charmant, Et un grand écrivain. fantastique, un grand écrivain, mais, et ça m'ennuie de le dire ici, mais je le dis quand même, il n'entend plus du tout, mais il reste aussi beau, aussi parfait. Alors il vient de publier, si on peut dire, 2 livres, et je le dis carrément, c'est pas lui qui les a écrits. C'est peut-être lui qui en a parlé à son fils, qu'il a écrit à sa place. Et ben je trouve ça bien aussi. Bon, écoutez, vous-même, vous avez publié il n'y a pas longtemps une plaquette superbe, au Quai Voltaire, dont on a déjà parlé, qui semble bien avoir été écrite avec des bouts de phrases que vous avez publiés il y a longtemps, Pas tous. en partie. Ah oui, non, il y en a beaucoup de vrais. Mais enfin, c'est 30 feuillets Oui. que j'ai écrits en une matinée. Est-ce que la dérive, l'évolution de Jacques Perret vers l'intégrisme catholique, ça vous a surpris? Eh bien, c'est très curieux que vous posiez cette question, j'y ai pensé souvent.